Et quand je trouve des étudiants pendant la période des étudiants qui font des activités de ce genre, je leur dis un grand merci et chapeau. En ce qui concerne les activités de l'année prochaine, je suis très content d'avoir entendu M. Yassine qui dit qu'il faudrait travailler avec les autres clubs d'astronomie. Vous savez que tous les astrophysiciens travaillent ensemble, via l'informatique, via les contacts, via les conférences, etc. Alors, pourquoi ne pas le faire au niveau national et encore mieux au niveau local? L'ENSA, c'est juste à côté. La faculté des sciences de Tétouan, c'est à 50 km. Et comme proposition que j'avais faite depuis la construction de l'ENSA, il serait intéressant que nos étudiants de la FST et de l'ENSA construisent un vrai pendu de Foucault pour mesurer la rotation de la Terre et l'installer à l'ENSA parce qu'il y a un local qui se prête. Ça ne coûte rien, et si ça coûte quelque chose, je vais le payer moi-même. Donc autant construire, c'est un projet de fin d'études, de faire un pendu de Foucault, et si on veut améliorer les choses, on peut mettre un peu d'électronique, un petit peu, il ne faut pas exagérer, pour mesurer avec précision la rotation de la Terre, parce que beaucoup de gens, et je me rends compte quand je donne des séances de TP, qui est un plaisir pour moi, de poser la question, est-ce que la Terre tourne? Tout le monde dit oui, ça heureusement, parce que sinon c'est grave, même ma mère le sait, mais quand je dis pourquoi, comment vous le savez, ils disent le jour et la nuit, ils me donnent la même réponse que la civilisation égyptienne au temps des pharaons donnait à leurs universités à l'époque. Personne ne parlait du pendu de Foucault, de l'écoulement de l'eau dans les siphons, etc. Donc autant, et nous avons la possibilité de le faire, de construire un beau pendu de Foucault au niveau de l'ENSA, ou si vous voulez le faire ici à l'ENSA, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est un bon projet, facile à réaliser. Je suis étonné que dans les facultés des sciences au niveau national, il n'y a pas une seule vraie montre solaire, et pourtant, au Caroïe, il y en a une qui a au moins 7 siècles, une vraie. Les gens l'utilisaient pour la prière. Et ici, nos étudiants s'arrangent encore avec des petits cartons, et ils inscrivent on peut faire mieux quand même. Alors, les moyens, il n'y en a pas toujours, mais on peut les chercher. Moi, j'attends la création de l'association d'astronomie pour pouvoir obtenir un télescope. Je l'ai dit il y a longtemps. Mais avec un club universitaire, ça ne marche pas. Mais si vous avez une association qui est reconnue avec un statut, je peux défendre la cause d'avoir un vrai télescope. Les gens sous-estiment la lunette astronomique. Mais la lunette astronomique a permis de démontrer beaucoup de choses dans la vie des astrophysiciens. Galilée a utilisé sa première lunette astronomique pour confirmer que la Terre n'était pas le centre de l'univers. 1, 2, il a pu observer beaucoup de satellites de la géante Jupiter. Les étudiants peuvent utiliser des jumelles ou bien cette lunette pour observer les lunes, au moins 4 lunes de Jupiter, et de là utiliser les lois de Kepler et connaître les distances à partir des périodes. Donc il y a plein de petites choses à faire sans entrer dans les grands détails de l'astrophysique. Parce que l'astrophysique, il faut connaître la mécanique quantique, la physique atomique, la physique nucléaire, et ces 3 cours ne sont pas enseignés dans notre faculté. D'accord? En ce qui concerne les cours de soutien, c'est vrai que c'est ma proposition. Moi, ça me fait de mal, beaucoup de mal, quand je vois des jeunes qui avaient un bon baccalauréat avec des bonnes notes et qui pataugent ici à la faculté pendant 2-3 ans pour avoir des résultats nuls. Il y a des nous, on le faisait déjà à l'étranger, on était très jeunes, on donnait des cours de soutien à nos compatriotes. Et comme nous sommes entre nous, même s'il y a des étudiants étrangers, il faut les inclure là-dedans, essayer d'organiser ces cours de soutien. Moi, je me porte volontaire et je pourrais ramener d'autres collègues qui pourront faire la même chose. Beaucoup de gens ont énormément de lacunes en mécanique, en électricité, en électromagnétisme, en optique. Pour ne citer que 4, eh bien, avec ça, on peut commencer main dans la main, gracieusement, sans demander de l'argent. Il faut que les étudiants apprennent à faire de la science sans demander de l'argent. Parce qu'au Maroc, dès que vous dites quelque chose, combien? Alors, on va changer la mentalité. Moi, je suis volontaire
on donnera des cours de ce que vous voulez par des petits groupes. Les salles sont disponibles, même s'il faut travailler le dimanche, moi ça me dérange pas. Voilà, donc c'est une proposition qui émane du club d'astronomie, c'est une fierté pour nous, mais il faut la concrétiser au plus vite, parce que vous en avez vraiment besoin. En ce qui concerne les autres activités, la bibliothèque, ça vaut la peine, parce que nous pouvons, moi je peux le faire au niveau de la faculté, de demander des livres d'astronomie de base à mettre à la bibliothèque ou à la mettre dans une petite bibliothèque pour le club d'astronomie. Et ça, c'est très important parce que je remarque que les jeunes ont très peu de culture générale en sciences et en astronomie en particulier. Je rappelle que 90% des étoiles portent des noms arabes. Et c'est un beau travail de faire un lexique pour comprendre pourquoi cette étoile porte tel nom arabe. À commencer par la grande ours, la petite ours, et de faire un lexique, c'est un travail très intéressant qui peut être présenté au niveau académique. Ton travail de fin d'études, c'est faisable, c'est défendable. Donc il y a énormément de choses sans pour autant avoir beaucoup d'argent. Donc les étudiants pensent toujours que pour faire une activité scientifique, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent pour faire des excursions, ça d'accord, et beaucoup d'argent pour acheter un télescope, mais le reste, on peut bricoler avec ce que nous avons. Et ça, c'est très important. Ça me rappelle les collègues. Vous leur dites qu'il faut faire un peu de recherche scientifique en physique, ils nous disent oui, achète-moi un cyclotron, je fais la recherche. Mais si j'avais un cyclotron, pourquoi je vais te le donner, mon bonhomme? Je l'utilise moi-même. On peut faire de la recherche avec les moyens de bord. Pas la grande recherche, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais on peut faire énormément de choses, à commencer par les TP de première année pour les étudiants, c'est déjà une petite recherche. Voilà. Quand j'entends des gens qui disent peut-être on va supprimer le TP première année, des enseignants qui disent ouais, ça c'est grave. D'accord? Il faut que l'enseignement au Maroc soit correct en faisant des TP, pas des TP très chers, pas des TP avec ordinateur, mais c'est tout à fait faisable. Et une partie des gens, membres du club d'astronomie, peuvent travailler là-dedans, c'est une formation en soi. Et on est là pour vous cadrer, pour vous donner un coup de main. En ce qui concerne les activités de club, il y a des choses qui se font sur le net et on peut être fier d'une intervention que j'avais faite au nom de notre club quand il y a eu la comète Eisen dans ces derniers jours. Nous avons émis une hypothèse, et sûr qu'il manque d'une recherche, pour prévenir l'avenir, très mauvais avenir, de la comète Eisen. On l'a affiché sur le site Facebook du club et nous avons dit que cette comète Eisen va avoir un destin plus dramatique que la comète de Schumacher-Levy qui a disparu, qui s'est cassée en 1994 quand il a fait une grosse collision, des milliers de collisions en réalité avec Jupiter. Qu'est-ce que nous avons dit au nom du club? Que cette comète va avoir un très mauvais destin, plus grave que la comète Schumacher. Pourquoi? Quelles sont nos données scientifiques? Primo, Schumacher-Levy passait à côté d'une planète géante, d'accord, qui est Jupiter, et la planète elle a une température moyenne de moins de 100 degrés. Eisen va passer tout près du Soleil, où la température de la surface est 6000 degrés, et la couronne solaire c'est 2 millions de degrés. Voilà la première différence. Donc le deuxième cas est beaucoup plus grave. Deuxième chose, 99% de la masse du système solaire se trouve au Soleil. Donc Jupiter et ses sœurs, la FST avec, ne constituent que 1% de la masse du système solaire. Alors, la déformation gravitationnelle de la planète va être médiocre à côté de la déformation gravitationnelle qui sera causée par notre étoile, à savoir le Soleil. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une comète qui passe à côté d'une grosse masse? La gravitation est tellement importante que des morceaux sont arrachés. On arrache, c'est ce qu'on appelle le vulcanisme gravitationnel, on arrache des montagnes, d'accord, de la planète, de l'astéroïde qui est là. Eh bien, c'est ce que nous avons dit. Il y a quelqu'un qui a réagi méchamment de Marrakech, qui se prétend être astrophysicien. Il a attaqué, il m'a attaqué en personne, gentiment, mais scientifiquement, il a dit « Vous ne pouvez pas comparer deux comètes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. »
Je lui dis d'abord, les comètes sont incomparables, chaque comète a son histoire, a son diamètre, à sa température, à sa queue, etc. Deux, nous avons comparé le destin. C'est écrit en français très simple. Nous avons comparé le destin. Il réagit une deuxième fois en disant, on ne peut pas prévoir le destin des comètes. Je lui dis, moi je préfère prévoir, faire des calculs et prévoir. Si je gagne, je fais la fête. Si je ne gagne pas, je réfléchis, je refais mes calculs et je fais la fête quand même. Alors, je lui dis, nous avons 3 heures pour trancher cette histoire. Et la nuit, on n'a pas dormi. Après 3 heures, il y a la comète Edison qui est entrée dans le champ gravitationnel proche du Soleil. Il est presque rien sorti, disparu. Alors là, je lui dis, juste un petit mot, et voilà, c'est fait, et le site n'a plus donné signe de vie jusqu'à maintenant. J'aurais voulu le rencontrer. Donc ça, c'est une activité à haute échelle, mais c'est pour les jeunes, et je suis très content de ce que vous écrivez sur le site Facebook. Attention, il y a des idées qui circulent sur Internet qui sont fausses du point de vue astrophysique, et chaque fois que j'en vois, je réagis à ça pour ne pas induire nos étudiants en erreur. En ce qui concerne la conférence aujourd'hui, d'abord, j'étais prévenu un peu en retard, et j'ai eu le temps de préparer un petit truc pour vous. C'est pour vous parler des exoplanètes. Tout d'abord, les exoplanètes, c'est récent, à peu près 1995, l'année de la création de la famille. D'accord? Donc c'est tout récent en astrophysique. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas d'exoplanètes? Il y a beaucoup de gens, notamment des musulmans, disent qu'il y a possibilité, d'après le Coran, qu'il y ait la vie ailleurs. Il n'y a aucun physicien qui va être en contradiction avec vous si vous dites qu'il y a la possibilité de l'existence d'une vie ailleurs. Pourquoi? Parce que le physicien ne peut pas contredire s'il n'a pas de justificatif. Il n'a pas de justificatif parce qu'on n'en sait rien. Pourquoi on n'en sait rien? Parce que si vous allumez une bougie à côté d'un phare de voiture, vous n'allez pas voir la bougie. Si vous avez une planète, c'est qu'elle est à côté d'une étoile. Si l'étoile est trop brillante, on ne peut pas voir l'étoile. Du tout. Donc, dans cet exposé, je voudrais montrer aux étudiants, avec des choses qu'ils connaissent, en première année, en deuxième année, en troisième année, ils devraient connaître, je ne suis pas sûr, certains éléments physiques qui nous permettent de contourner des difficultés d'observation de ces exoplanètes. Donc je vais citer quelques exemples, montrer comment ça marche, expliquer le principe, et vous dire quelles sont les exoplanètes qu'on a détectées. Mais surtout, la question qui se pose pour les humains, ce n'est pas de savoir s'il y a des exoplanètes. Quand je dis exo, en dehors du système solaire. L'idée qui nous intrigue, qui nous pose beaucoup de problèmes tous les jours, c'est de savoir est-ce qu'il y a une planète quelque part où les conditions de vie sont réalisables. Mais quand on dit vie, j'écris vie avec un grand V majuscule, de dire c'est quoi la vie pour commencer? Eh bien, beaucoup de physiciens, d'astrophysiciens, de biologistes, de philosophes discutent de c'est quoi la vie. Eh bien, une bactérie, c'est déjà la vie, un virus, c'est presque la vie. D'accord? Alors, quelles sont les conditions pour dire que cette planète est valable ou non pour une vie? La première, que nous savons, c'est qu'il ne faut pas avoir une température trop excessive. Je ne parle pas de 400 ou 500 degrés. Je parle de 1000 et au-delà. 1. 2. Qu'il n'y a pas de rayonnement ionisant très méchant qui tue toute forme de vie. Je suis content du garçon qui a présenté tout à l'heure les ABC de l'astronomie en disant que s'il n'y avait pas la ceinture magnétique de la Terre, on ne serait pas là. Il a tout à fait raison. Et dans le cours, je parle généralement des aurores boréales et australes, enfin je vous continue, parce que s'il n'y avait pas un champ magnétique terrestre, ce n'est pas les rayonnements qui vont nous déranger, mais c'est surtout les particules chargées qui sont très très méchantes. Vous avez des particules chargées qui sont éjectées par le Soleil et qui ont des énergies colossales, et ça devient ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un électron qui a des milliards d'électronvolts et qui fonce à presque la vitesse de la lumière? Jamais la vitesse de la lumière, mais presque. Eh bien, s'il arrive quelque part, même s'il trouve un atome ou un noyau, il va le casser.
Alors, la pauvre petite cellule, une pauvre petite vie qui est en nous, ne va pas subsister à un choc pareil. Imaginez des centaines de milliards d'électrons très énergétiques qui arrivent sur Terre. Aucune forme de vie ne va résister. Aucune. Même à l'échelle bactérienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les arrêter? Mettre un écran. Comment voulez-vous entourer un écran autour de la Terre? Calculez le périmètre et la surface, c'est 4 pieds carrés, et vous allez voir quelle est la surface qu'il faut. Et si on sait fabriquer ça, où est-ce qu'on va le maintenir? Comment on va l'accrocher? Donc, le bon Dieu nous a donné une protection gratos et qui nous fait plaisir. Un petit champ magnétique de 10 puissance moins 5 Tesla. C'est rien du tout. Ça permet à peine aux pigeons de voyager, aux bactéries de s'orienter, aux étudiants qui savent ce que c'est qu'une boussole de s'orienter quand ils sont perdus dans le désert. Mais, si ce champ magnétique était plus grand, il y aurait une grosse perturbation du point de vue vie, du point de vue vital. S'il était trop petit, il ne va pas nous protéger. La question, pourquoi 10-5 Tesla? Ça, personne ne sait répondre, mais nous savons que 10 puissance moins 5 Tesla est largement suffisante pour fatiguer, je dis bien fatiguer, toutes les particules chargées qui sont très méchantes et qui arrivent à chaque instant. À l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des milliards de particules chargées. J'ai parlé des électrons, il y a des muons, il y a des positrons, il y a des protons. Tous ne veulent que la mort de toute forme de vie. Mais le champ magnétique le fait tourner notamment au pôle nord et au pôle sud. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tout simplement, ces particules, en tournant avec la même énergie, vont rencontrer des atomes et des molécules, vont faire des collisions, se fatiguer à chaque collision et tourner en spirale jusqu'à s'arrêter et être absorbés par d'autres particules. Mais ces atomes et molécules qui ont reçu les chocs, qui nous ont protégés, ils ont fait le travail pour nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'excès d'énergie vont le rayonner, ça c'est le principe de moindre effort de la nature, et ils émettent un rayonnement de toutes les couleurs, et c'est un spectacle. C'est un jour, vous avez les moyens de le faire, ne le ratez pas, allez observer les aurores boréales, soit au pôle nord, soit au pôle sud, mais quand vous regardez ça, dites-vous que vous avez une chance, doublement, parce que vous avez eu l'occasion d'être en vie de la voir, et deuxièmement, parce que vous êtes en vie, parce que ça c'est une preuve que Dieu nous a protégés contre une mort certaine. Donc, déjà, toute planète que j'observe, avec un moyen ou un autre, on va les décrire, s'il n'a pas d'aurore boréale et australe, ça veut dire deux choses. Primo, pas de champ magnétique, et secondo, il n'y a pas d'atmosphère. Parce qu'il peut avoir un champ magnétique, mais s'il n'y a pas d'atmosphère qui va absorber cette énergie des particules chargées, il n'y aura pas de vie. Donc, l'astrophysicien, quand il regarde les exoplanètes, premier test, est-ce que cette planète a un champ magnétique? Est-ce qu'elle a des aurores boréales? D'accord? Je parlerai encore d'une toute petite chose, parce que j'ai vu une belle image sur la Lune. Eh bien, la Lune, c'est vrai qu'elle va nous servir pour le calendrier musulman. Les gens commencent à connaître la Lune, surtout le mois de Ramadan, ils le surveillent, quand est-ce qu'il va se terminer. Mais pour nous, la Lune, c'est autre chose. Parce que, vous savez, je ne vais pas entrer dans les détails physiques, par conservation du moment angulaire, du moment cinétique, comme vous dites dans vos cours, le fait qu'il y a des marées, méthojas, fait ralentir la Terre. Parce que vous avez une masse d'eau et vous avez un ballon. Et la Terre tourne. Et comme elle tourne, il y a ce volume liquide qui freine comme les patins de frein d'une bicyclette. Donc la Terre ralentit, doucement, mais sûrement. D'accord? Donc je peux dire qu'il y a quelques millions d'années, on peut calculer ça. C'est un exercice qu'on donne à partir de la 3e année pour les gens qui font l'astrophysique. Si je peux faire le calcul, je peux montrer qu'il y a des millions d'années, dans une année terrestre, il y avait 400 jours. D'accord? Maintenant, il y a 365 écarts. Dans quelques millions d'années, il n'y aura que 320, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas grave, une année qui dure un peu plus longtemps, les étudiants vont travailler un peu plus à l'université, c'est tout. Ça, c'est pas un danger. Mais le danger, c'est que
par conservation du moment cinétique, la Lune doit s'éloigner. Et le problème compliqué, je ne vais pas le résoudre ici, c'est que l'éloignement de la Lune, n'est pas constant. Avant, c'était 1 mètre par siècle. Maintenant, nous avons 3,7 mètres par siècle. La Lune s'éloigne. Mais vous allez me dire, mais c'est pas grave. Bon, il y a un monsieur qui m'a dit un jour, dans une conférence, monsieur, moi je suis musulman, si on ne voit plus la Lune, comment je vais faire Ramadan? Oh, le pauvre. Je lui dis, ça va se passer dans beaucoup de centaines de millions d'années. Ah, d'accord, il était tranquille, et il était très âgé quand même. Le problème, c'est que quand la Lune s'éloigne de plus en plus, à un certain moment, il y a un effet grave qui va agir sur la Terre. Et ça, les gens ne le savent pas. Eh bien, ce problème grave, et ça, c'est vraiment de la physique du mouvement cinétique, d'accord, on trouve calcul vectoriel, si la Lune est très loin, l'axe de rotation de la Terre qui est incliné par rapport à l'axe magnétique ne va pas être constant. Il y aura un mouvement de précession. La précession, comme les jeunes filles, garçons maintenant qui jouent au trombia. D'accord? Eh bien, vous avez vu qu'il ne tourne pas comme ça, il fait comme ça. Ça, c'est le mouvement de précession, qui est très connu en imagerie médicale, etc. Eh bien, ce mouvement de précession ne va pas être constant, non plus. Il va être aléatoire. Ça veut dire, des fois j'ai 15 degrés, des fois j'ai 0 degrés, des fois j'ai 30 degrés, et ça bouge tout le temps. La conséquence immédiate, c'est qu'il n'y aura plus de saison. Par exemple, à Tanger, on aura pendant 2 mois un climat complètement désertique, le désert. Et 2 mois plus tard, la neige tout le temps. Il y aura des perturbations climatiques très très graves. Et ça n'a strictement rien à voir avec le changement climatique. Rien du tout. Je ne suis pas contre les idées de réchauffement climatique. J'ai écrit sur le net, vous pouvez consulter. Mais je vous le dis, vous êtes des scientifiques. Le rapport du grand comité de GIEC qui s'occupe du réchauffement climatique, il y a des mensonges. Il y a des physiciens qui ont caché des réalités scientifiques pour faire plaisir au gouvernement. Genre, dites aux Africains d'arrêter de se développer parce qu'ils réchauffent la Terre. Et attends, il y a des réchauffent la Terre. Nous, on vous donne les matières premières, c'est vous qui réchauffez. Le premier pollueur, c'est les États-Unis. Et la Chine. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que je vous dis, beaucoup de gens m'ont attaqué sur le net, notamment certains Français. J'ai gagné beaucoup d'amis, beaucoup d'ennemis. Ils nous disent, oui, vous êtes contre le réchauffement climatique. Moi, je suis le premier à me demander à mes enfants d'éteindre la lumière quand ils ne sont pas dans la chambre. C'est parce que la facture est salée. Mais, utiliser, gaspiller de l'énergie, c'est pas bon. Même s'il n'y a pas de réchauffement climatique, il ne faut pas gaspiller de l'énergie. Il faut laisser aux autres. Mais quand je vois des physiciens anglais qui ont triché, ils ont supprimé des points dans leur cours pour faire plaisir aux GIEC, ça, je ne suis pas d'accord. Et j'ai écrit des articles, s'il y a des gens qui s'intéressent, je peux leur envoyer, pour vous dire, nous connaissons des réchauffements climatiques naturels. Exemple, Vénus. La température moyenne, c'est 500 degrés. Est-ce qu'il faut demander aux Vénusiens d'arrêter de se développer? Mais il n'y en a pas de Vénusiens, à mon avis. Il y a un réchauffement climatique qui est venu parce qu'il y a des circonstances gravitationnelles qui ont fait que l'atmosphère vénusienne est trop dense. Il y a un réchauffement climatique. Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, les commencements de la science de climatologie a commencé en 1950, où on a commencé à mesurer des températures dans tout le globe. Mais les gens ont découvert les autres parties du globe à partir de 1492. Donc ils ne pouvaient pas mesurer des températures aux États-Unis, en Amérique latine, parce qu'ils n'y étaient pas là. Donc, c'est une science qui est jeune. Et elle est basée sur la résolution des équations de Navier-Stokes, qu'on ne peut pas résoudre exactement, mes amis, ça c'est connu. Donc, comment voulez-vous donner des certitudes à partir des incertitudes? C'est un débat philosophique. D'abord, faisons beaucoup d'expériences, beaucoup de mesures, demandons aux jeunes de ne pas gaspiller de l'énergie, mais de là à sortir des scénarios,
l'Afrique doit faire ceci, l'Asie doit faire cela, et c'est basé sur quoi? Il y a 800 pages de ce rapport, dont 30% est scientifique, et dans 20% de ces 30%, c'est des camelotes. On a triché. Et c'est ça pourquoi on a réagi. Il y a tout un ensemble de physiciens, vous pouvez lire sur le net, c'est un débat très intéressant. Et moi je dis, et je passerai à la conférence, qu'on ne peut pas mélanger la politique à la science, parce que mélanger la politique à la science ne donnera pas de la mauvaise science, il donnera seulement de la mauvaise politique. Et je vous remercie pour ça.